Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on voit souvent aux urgences. Mais bon, sa gestion est pleine de nuances. L'hypertension artérielle sévère. La grande question en fait, c'est quand est-ce qu'une tension très élevée devient une urgence vitale? On va explorer ensemble ces concepts, parfois un peu confondus, d'urgence hypertensive et de poussée hypertensive. On va s'appuyer pour ça sur les points clés d'un chapitre de médecine intensive réanimation. Notre objectif, disons, c'est de démêler un peu tout ça. Comment on reconnaît une situation critique, quels sont les gestes essentiels, et puis comment raisonner face à ces chiffres élevés sans tomber dans les pièges classiques, quoi. Et pour nous éclairer sur toutes ces subtilités diagnostiques et thérapeutiques, notre experte aide-sante partage son analyse. Oui, tout à fait. En fait, le défi, c'est pas tant de mesurer le chiffre, qui est souvent impressionnant, mais c'est de bien l'interpréter. C'est fondamental de faire la différence entre une simple élévation, même spectaculaire, et une situation où l'hypertension, elle commence vraiment à abîmer des organes vitaux. Savoir faire cette distinction et puis adapter le traitement derrière, ça change radicalement le pronostic du patient. Parfait. Alors, posons les bases. Juste un petit rappel, l'hypertension artérielle, l'HTA, on en parle quand la pression systolique, la PAS, elle dépasse 140 mmHg, ou alors la diastolique, la PAD, au-dessus de 90. Ça, c'est la base. Mais le seuil qui nous intéresse particulièrement aux urgences, c'est l'HTA de grade 3. Là, on y est quand la PA monte au-dessus de 180 ou la PAD au-dessus de 110 mmHg. C'est vraiment à ce niveau-là que le risque de complications aiguës devient sérieux. Et c'est là qu'intervient la distinction fondamentale qui va guider notre discussion, celle entre une poussée hypertensive et une urgence hypertensive. Ce sont deux choses bien distinctes avec des conséquences très différentes. Exactement, c'est le cœur du sujet. Commençons peut-être par la plus fréquente, la poussée hypertensive. Alors oui, c'est une HTA de grade 3, donc on a bien des chiffres au-dessus de 180-110, mais le point clé, c'est qu'elle est isolée. Autrement dit, quand on examine le patient, quand on fait les premiers bilans, on ne trouve aucun signe de souffrance aiguë d'un organe cible important. Cerveau, cœur, reins, yeux, rien de tout ça. Et cette situation, elle est beaucoup plus fréquente, à peu près 3 fois plus que l'urgence hypertensive. Les gens peuvent avoir des symptômes, attention, des maux de tête, mais plutôt modérés, voire des mouches zolantes, des phosphènes comme on dit, ou entendre des bourdonnements, les acouphènes, ou même saigner du nez, l'épistaxis. Mais le point important, c'est que si ces signes sont là, mais qu'il n'y a rien d'autre qui fait penser à une atteinte d'organes récente, on reste dans le cadre de la poussée. Et là, la prise en charge, elle est complètement différente de l'urgence. En général, pas besoin d'hospitaliser en urgence. Le réflexe, ça doit être de chercher et de traiter si possible un facteur qui a déclenché ça. Est-ce que c'est une douleur, une grosse anxiété? Est-ce que la personne n'arrive pas à uriner, un globe vésical? Ou alors est-ce qu'elle a oublié son traitement, fait un écart de régime sans sel? Une fois qu'on a trouvé et corrigé ça, on peut ajuster le traitement antihypertenseur, oui, mais par la bouche, par voie orale. Et surtout, on insiste sur les règles hygiéno-diététiques et on organise un suivi rapide en ville. C'est un point crucial, ça. Le Kisium des sources l'illustre bien, d'ailleurs. Un homme de 60 ans, il arrive pour un saignement de nez. Tension à 180-120. Il se plaint ainsi de mal de tête, de phosphène, d'acouphène et d'envie pressante d'uriner. L'examen, qu'est-ce qu'il trouve? Un globe vésical. Bon, là, l'instinct, ce serait peut-être de se jeter sur les médicaments pour faire baisser la tension vite fait. Oui, le piège classique. Exactement. Alors qu'ici, la cause, elle est mécanique. C'est la vessie pleine. Le traitement numéro 1, c'est de vider cette vessie avec une sonde. Et la tension, normalement, elle devrait baisser toute seule, de manière significative, sans traitement antihypertenseur agressif au début. Cet exemple, il montre bien l'importance de ne pas traiter juste un chiffre, mais vraiment un patient dans sa globalité, Chercher la cause, ça évite souvent une escalade de traitements inutiles et parfois même dangereux. Abordons maintenant l'autre scénario, celui qu'on redoute le plus, l'urgence hypertensive. Qu'est-ce qu'il a défini, elle, précisément? Là, on change de registre. L'urgence hypertensive, c'est l'association de deux choses. Toujours cette HTA de grade 3, donc 180-110, mais cette fois, elle s'accompagne de preuves cliniques ou paracliniques d'une atteinte aiguë, c'est-à-dire récente et qui évolue d'un ou plusieurs organes cibles. Le diagnostic repose vraiment sur l'identification de ces signes de souffrance.
Et quels sont ces signes d'alerte justement? Ces signes d'atteinte d'organes qu'il faut absolument chercher? Ils peuvent toucher plusieurs systèmes. Au niveau neurologique, le tableau le plus typique, c'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie hypertensive. Là, on a des maux de tête très intenses, inhabituels, une confusion, une agitation, des troubles de la vision. Ça peut aller jusqu'à la somnolence ou même les convulsions. Mais attention, un point qui est souvent source d'erreur, un signe neurologique focalisé, comme une paralysie d'un bras, une difficulté à parler, c'est en fait rare dans l'encéphalopathie hypertensive pure. Si on voit ça, il faut tout de suite penser à autre chose en priorité, comme un AVC hémorragique qui se serait ajouté. C'est une nuance très importante pour le diagnostic. Au niveau des yeux, si on peut faire un fond d'œil, on peut voir une rétinopathie hypertensive avancée avec des hémorragies, des exudats et surtout un œdème papillaire. C'est le nerf optique qui gonfle. Ça, c'est un signe de gravité. Le cœur aussi peut souffrir brutalement. Ça peut donner une insuffisance cardiaque aiguë, souvent sous forme d'OAP, l'œdème aigu du poumon. Le patient a l'impression de se noyer, quoi. Les reins sont aussi une cible fréquente. L'atteinte, ça se voit par une insuffisance rénale aiguë. La créatinine dans le sang monte très vite, la personne urine moins, voire plus du tout, on parle d'oligoanurie, et on peut trouver du sang ou des protéines dans les urines. Et enfin, l'hypertension très forte peut carrément abîmer les petits vaisseaux et casser les globules rouges. C'est ce qu'on appelle la microangiopathie thrombotique. On voit des fragments de globules rouges au microscope, les schizocytes. Et dans les cas extrêmes, ça peut déclencher une CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée. Là, c'est un peu le chaos dans la coagulation sanguine. Il y a une forme clinique particulièrement grave, c'est l'HTA maligne. Elle associe souvent une tension très très élevée, une atteinte sévère de la rétine, cette fameuse microangiopathie avec anémie hémolytique, donc les schizocytes, et une atteinte des reins quasi systématique. Parfois, il y a aussi une encéphalopathie. La vignette clinique du début des sources, la jeune femme avec 250-150, l'insuffisance rénale, les troubles visuels, c'est typique. Et un détail intéressant, un peu contre-intuitif, ces patients sont souvent déshydratés. Pourquoi ? Parce que la pression énorme dans les reins les force à perdre beaucoup de sel et d'eau. C'est la natriurèse de pression. Donc, paradoxalement, ils sont en manque de volume. C'est complexe, en effet. Mais les sources parlent aussi d'une autre catégorie, un peu à part, les pathologies circonstancielles. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors ça c'est important. Ce sont des situations où l'HTA sévère est là, oui, mais elle n'est pas la maladie principale. Elle est plutôt un symptôme ou un facteur qui aggrave une autre maladie aiguë grave, qui elle domine le tableau. Il faut absolument les repérer parce que leur traitement est différent et prioritaire. L'exemple le plus connu et le plus grave peut-être, c'est la dissection aortique. Là, c'est l'aorte, la grosse artère qui sort du cœur, dont la paroi se déchire. Urgence chirurgicale potentielle. La douleur dans la poitrine est typiquement atroce, comme un coup de poignard, et elle bouge souvent vers le dos. Un signe d'alerte très important, c'est l'asymétrie tensionnelle. Si on mesure la tension aux deux bras, il y a une grosse différence. Ah oui, ça c'est un signe classique. Tout à fait. Autre exemple, un infarctus du myocarde peut s'accompagner d'une HTA réactionnelle. La douleur est différente, plutôt une oppression qui radie dans le bras ou la mâchoire, et l'électrocardiogramme, le CG, montre des signes spécifiques. Chez une femme enceinte ou qui vient d'accoucher, une HTA sévère doit faire penser tout de suite à une pré-éclampsie sévère ou une éclampsie s'il y a des convulsions. Ça s'associe à des protéines dans les urines, parfois des douleurs au ventre. C'est une urgence pour la mère et le bébé. Et enfin, une HTA peut aussi être le signe d'une hypertension intracrânienne dans le cerveau. Par exemple, après un AVC hémorragique ou un traumatisme crânien. Parfois, on voit l'association HTA et pouls lent, bradycardie. C'est le réflexe de Cushing, un signe de danger cérébral imminent. Reconnaître ces pathologies circonstancielles, c'est crucial. Parce que la gestion de l'HTA va dépendre du traitement de la cause principale et les objectifs de tension ne seront pas les mêmes. On ne gère pas la tension pareil pour une dissection aortique et pour un AVC ischémique, par exemple. D'accord, je vois. Alors, mettons qu'on ait écarté une simple poussée et qu'on ait aussi écarté ces pathologies circonstancielles spécifiques. On est bien face à une urgence hypertensive classique, disons, avec une atteinte d'organes comme une encéphalopathie ou une insuffisance rénale aiguë. Quelle est la stratégie à ce moment-là ? Là, il n'y a pas à hésiter. C'est une urgence thérapeutique immédiate. La personne doit être admise tout de suite dans un service de surveillance continue, soins intensifs, réanimation. L'idée, c'est d'avoir un monitoring constant.
pression artérielle, souvent avec un petit cathéter dans une artère, rythme cardiaque, saturation en oxygène, etc. Et le traitement pour faire baisser la tension, il doit absolument être donné par voie intraveineuse, en perfusion. Pourquoi ? Pour que ça agisse vite et surtout pour qu'on puisse contrôler très finement la dose. Le médicament qu'on utilise souvent en premier, c'est la nicardipine. C'est un inhibiteur calcique. Ça détend les vaisseaux sanguins. On le passe avec une seringue électrique pour pouvoir ajuster le débit très précisément. C'est tout à fait ça. Et le point vraiment délicat, c'est l'objectif. Quelle tension on vise ? Il faut la baisser, oui, mais surtout pas trop vite et pas trop bas au début. Ça peut paraître bizarre, mais faire chuter la tension brutalement, c'est un énorme piège. Le cerveau, le cœur, les reins, ils se sont en quelque sorte habitués à fonctionner avec des pressions très hautes. Si on baisse trop vite, on risque de ne plus assez les irriguer, de provoquer une hypoperfusion. Et donc on aggrave les lésions au lieu de les soigner. C'est le risque d'ischémie cérébrale, cardiaque ou rénale provoqué par le traitement lui-même. Donc l'objectif qu'on se fixe généralement dans les premières heures, c'est une baisse progressive de la pression artérielle moyenne, la PAM, d'environ 20 à 25%. Pas plus. On cherche à soulager les organes sans couper leur alimentation en sang. D'accord, la règle c'est la progressivité. Mais est-ce qu'il y a des cas où cette règle ne s'applique pas? Des exceptions? Oui, il y a des exceptions importantes à connaître. La plus classique, c'est la dissection aortique dont on parlait. Là, c'est tout l'inverse. Il faut faire baisser la tension et la fréquence cardiaque de manière rapide et agressive. Le but, c'est de réduire les forces qui s'exercent sur la paroi de l'aorte pour éviter que la déchirure ne s'étende. On vise une pression systolique en dessous de 120 mm, parfois même 110, et ça très vite. On utilise souvent du labétalol en IV, c'est un bêta-bloquant qui a aussi un effet vasodilatateur, parfois associé à la nicardipine. Le quiz 2 des sources montre bien cette situation particulière. Une autre situation un peu différente, c'est l'AVC ischémique aigu, l'infarctus cérébral. Au tout début, on peut tolérer des chiffres de tension un peu plus élevés, surtout si on envisage de déboucher l'artère par thrombolyse ou thrombectomie. Il faut garder une pression suffisante pour irriguer la zone du cerveau qui souffre. Là, les seuils pour traiter sont plus hauts et suivent des recommandations spécifiques. Et puis, à côté du contrôle de la tension, il ne faut pas oublier le volume sanguin, la volémie. On a dit que dans l'HTA maligne, les patients peuvent être déshydratés. Si on voit des signes de manque de volume, il faut remplir prudemment avec des perfusions de soluté. Ça restaure un volume efficace et ça peut même parfois aider à faire baisser la tension en améliorant le travail des reins. Très bien. Et pour guider toutes ces décisions, quels sont les examens complémentaires qu'il faut faire rapidement, sans attendre ? Effectivement, il y a un bilan initial qui est indispensable. L'ECG, l'électrocardiogramme 12 dérivations, c'est systématique. On cherche des signes d'infarctus, bien sûr, mais aussi des signes d'HTA plus anciennes, comme une hypertrophie du ventricule gauche. Et puis, chez toute femme en âge d'avoir des enfants, le test de grossesse, le dosage des bêta-HCG, c'est obligatoire, pour pas rater une prééclampsie. Le bilan sanguin de base, il doit comprendre quoi ? Une numération formule sanguine, les plaquettes. On cherche une anémie, une baisse des plaquettes, un frottis sanguin pour chercher ces fameux schizocytes, le signe de la microangiopathie. Un ionogramme sanguin pour voir le potassium, le sodium, la créatinénémie, évidemment, pour la fonction rénale. Et souvent, on dose les LDH. C'est une enzyme qui monte quand il y a une destruction de cellules, comme dans l'hémolyse. Pour les urines, une simple bandelette urinaire peut déjà donner des infos. Est-ce qu'il y a des protéines, du sang ? On complète souvent par un ECBU, un examen cytobactériologique des urines. Le fond d'œil, on en a parlé. C'est très important sur le plan théorique, surtout pour l'HTA maligne. Mais bon, en pratique, c'est pas toujours facile à faire en pleine urgence et ça ne doit surtout pas retarder le début du traitement IV si le diagnostic d'urgence est cliniquement évident. Tout à fait. Et ensuite, il y a d'autres examens qu'on fait en fonction de ce qu'on suspecte cliniquement. S'il y a des signes neurologiques inquiétants, une paralysie, un trouble de conscience important, là, il faut un scanner cérébral pour chercher un AVC. Si on suspecte une dissection aortique ou un infarctus, on va vite demander un angioscanner de l'aorte ou une échographie cardiaque. Et puis, parfois, un dépistage de toxiques peut être utile si le contexte fait penser à ça. D'accord. Pour essayer de résumer un peu tout ça, quelle serait la démarche logique, l'algorithme, face à une HTA sévère aux urgences? Et quels sont les pièges principaux à éviter? Urgence, HTA plus atteinte d'organes aigus. Toute la suite découle de cette réponse. Le gros piège, c'est de traiter trop agressivement une simple poussée comme si c'était une urgence.
Étape 2. Chercher activement les signes d'alerte, les red flags, qui pourraient indiquer une pathologie circonstancielle. La douleur de dissection, le signe neurofocal, la grossesse. S'il y en a, la prise en charge devient celle de cette pathologie spécifique. Le piège ici, c'est de passer à côté de ces diagnostics et de se focaliser que sur le chiffre de tension. Étape 3. Si on confirme que c'est bien une urgence hypertensive et qu'il n'y a pas de pathologie circonstancielle évidente, alors là, il faut agir. Hospitalisation en milieu adapté, UCI-Couréa, poser une voie veineuse, démarrer le traitement antihypertenseur IV, souvent la nicardipine, avec un objectif de baisse progressive, sauf les exceptions qu'on a vues, et penser à évaluer et corriger la volémie si besoin. Le piège ici, c'est la baisse trop rapide ou trop forte de la tension. Et puis, étape 4, une fois que la phase aiguë est un peu passée, il faut chercher la cause de cette HTA sévère. Est-ce que c'est une HTA essentielle qui était mal contrôlée, ou une HTA qu'on découvre, ou alors est-ce que c'est une HTA secondaire à autre chose, problème rénal, hormonal, toxique? Cette recherche de la cause, elle est fondamentale pour le traitement à long terme. Voilà une approche très claire, merci. Si on récapitule, l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter aux chiffres de tension, mais vraiment de chercher activement les signes d'une souffrance d'organes aiguë. La poussée hypertensive, même si elle est spectaculaire, elle demande surtout de trouver un facteur déclenchant et une prise en charge en ambulatoire. L'urgence hypertensive, par contre, c'est une situation critique. Hospitalisation immédiate, traitement IV prudent, progressif, sauf cas particuliers comme la dissection, et surveillance étroite. La distinction au début et l'exclusion des pathologies circonstancielles, c'est vraiment la clé. C'est exactement ça. Le message principal, c'est peut-être l'importance de l'interprétation clinique, de mettre les chiffres dans leur contexte. Une tension artérielle, même très haute, n'a pas la même signification ni la même urgence si elle est isolée ou si elle s'accompagne de signes de défaillance d'organes. Et quand on traite une urgence avérée, la règle d'or, ça reste la prudence, la progressivité de la baisse tensionnelle pour éviter de faire pire que mieux, tout en connaissant les exceptions, rares mais importantes, où il faut agir plus vite et plus fort. C'est très clair. Et cette discussion sur la gestion de la crise, elle nous amène peut-être à une réflexion pour conclure. Au-delà de l'urgence elle-même, comment on pourrait mieux prévenir ces épisodes d'hypertension sévère ? Ça nous renvoie au défi constant de l'observance du traitement de fond, du suivi régulier, mais aussi peut-être au défi du dépistage et de la prise en charge des causes secondaires d'HTA. Parfois, trouver une cause spécifique, ça permettrait un traitement plus ciblé, peut-être plus efficace pour éviter ces crises. C'est un vaste sujet qui mériterait sa propre exploration. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse approfondie sur les urgences hypertensives. On vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle exploration.